Bonsoir, chers étudiants. Nous nous retrouvons pour la deuxième hum, séance de cours, toujours portant sur le module d'introduction au commerce international. Et nous en étions au chapitre deuxième, on avait intitulé les modes de paiement à l'international ou les techniques de paiement à l'international. Nous étions en train de traiter sur la première partie, présentation générale des modes de paiement à l'international. On avait parlé du contexte historique des moyens de paiement. Ensuite, on avait traité de la définition des techniques de paiement par rapport maintenant aux instruments de paiement. Là également, je vais revenir sur cette définition. Nous disions qu'on distingue par instrument de paiement la forme matérielle qui sert de support de paiement. Certains instruments de paiement ont une réalité physique, chèque, traite, lettre de change, billets à ordre. Cependant, le développement de la thématique a fait progressivement apparaître des transactions entièrement informatisées qu'on appelle le virement bancaire. Tandis que maintenant, les techniques de paiement désignent la procédure suivie pour que le paiement puisse être réalisé. Il s'agit donc des modalités d'utilisation de l'instrument de paiement qui résulte de l'accord des parties au contrat. Donc, de façon beaucoup plus simple, l'instrument de paiement désigne la preuve matérielle par laquelle s'effectue le règlement. Et là, on aura ce qu'on appelle le chèque, la lettre de change, le billet à ordre. Et tandis que la technique de paiement est un système d'organisation qui permettra de collecter les instruments de paiement. Après, donc, cela, on a travaillé sur ce qu'on appelle les objectifs des moyens de paiement à l'international. Des moyens de paiement on va travailler sur les facteurs déterminants du choix des moyens de paiement à l'international. Donc, le moyen de paiement est encore trop souvent considéré comme accessoire, alors même qu'il fait partie intégrante du contrat de vente et qu'il doit être choisi avec la plus grande précaution. Le pays de destination, le pays destinataire ou la banque. La stabilité du pays dans lequel les marchandises sont expédiées, que ce soit sur le plan politique, économique ou social, est déterminante pour le paiement des marchandises exportées et constitue un élément fondamental à prendre en compte dans ce qu'on appelle le choix du moyen de paiement sélectionné. Également, la situation de certains pays. La situation de certains pays peut constituer un inconvénient si les pays limitrophes sont instables. Donc, instabilité politique, instabilité sociale, instabilité économique, et ainsi de suite. Par conséquent, peuvent être source de conflits ou de litiges. La religion, la langue, risque d'incompréhension entre les parties. C'est comme si, quand vous parlez par exemple de l'avènement ou la création des incoterms, on dit par exemple la première cause de création de ces incoterms était liée à ce qu'on appelle la barrière linguistique, c'est-à-dire incompréhension de langue entre les différents acteurs au contrat de vente internationale de marchandises. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que la première cause de création des incoterms était liée à la barrière linguistique. Donc, difficultés ou différentes langues utilisées par les acteurs commerciaux internationaux, ainsi que donc les différences culturelles, comportements commerciaux peuvent également nuire au bon déroulement d'une opération commerciale. Une catastrophe comme un acte terroriste, un tremblement de terre, une inondation peut désorganiser l'économie d'un pays. Dans de telles situations, les exportateurs ne peuvent plus faire face à leurs obligations contractuelles et les banques des importateurs peuvent avoir des difficultés pour se procurer des devises pour effectuer des paiements. Maintenant, tous ces risques maintenant peuvent contribuer au non-paiement des marchandises, même si l'acheteur est de bonne foi. C'est là maintenant, on parle maintenant de la connaissance du client. La connaissance du client, également, il est essentiel dans le cadre d'une opération commerciale à l'international d'appréhender la réelle connaissance de son client ou de son fournisseur. Ainsi, dans le cadre d'une première exportation, il conviendra par exemple d'éviter de proposer un paiement par virement. Des moyens de paiement davantage sécurisés comme le cahier documentaire ou la remise documentaire sont privilégiés. La connaissance du fournisseur pour reposer à la fois sur les données recueillies auprès d'organismes
de renseignements commerciaux à l'international ou bien sur l'historique des relations entre l'exportateur et l'importateur. La nature des marchandises, on dit que la nature des marchandises peut constituer également un élément fondamental dans le choix de l'instrument de paiement à privilégier. La nature des marchandises. Deuxième partie, partie 2, parler des différents moyens de paiement à l'international. Et là, on utilise le paiement par avance. Les modes de règlement sont choisis par l'exportateur. En commerce international, ce sont les transferts de dépôts bancaires ainsi que les instruments de crédit qui servent de moyens de règlement. La lettre de change, le billet à ordre, le chèque, le virement bancaire international. Le choix entre ces différents moyens s'effectue en fonction de leur rapidité, de leur coût, de leur réglementation de change des pays. Les transferts internationaux sont libellés en monnaie nationale ou en devises étrangères. Circuits bancaires utilisés sont plus complexes que lors des transferts entre résidents. Et ici, on a un grand tas, la lettre de change. On a toujours dit que la lettre de change est considérée comme un instrument de paiement, donc preuve matérielle par laquelle s'effectue le règlement. Donc, par lettre de change, il faut comprendre un écrit par lequel une personne qu'on appelle tireur, c'est-à-dire l'exportateur, c'est-à-dire le donneur d'ordre à un tiré importateur, de payer à vue ou à une date déterminée. Cette date déterminée globalement est appelée échéance, une certaine somme d'argent à lui-même ou à un tiers. Voilà donc la définition qu'on donne à une lettre de change. Donc la lettre de change, on dit de façon très simple, est un écrit par lequel une personne qu'on appelle exportateur donne l'ordre à une autre personne qu'on appelle importateur de lui payer une somme d'argent déterminée à une date déterminée ou payer une somme d'argent déterminée à lui-même ou à un tiers à une date déterminée donc, ou à vue. Donc cette date déterminée donc, dans le futur, elle est appelée échéance. La traite doit contenir maintenant un certain nombre de mentions. Donc, pour que la traite soit valable, également, c'est la lettre d'échange qu'on appelle communément traite. Donc, cette lettre d'échange, maintenant, pour sa validité, doit contenir un certain nombre de mentions. On a ce qu'on appelle la dénomination, lettre d'échange insérée dans le texte même du titre, exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, le nom de celui qui doit payer le titre. L'indication doit préciser la date d'échéance, celle du lieu où le paiement doit s'effectuer, le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait, l'indication de la date et du lieu où la lettre de change est créée, la signature de celui qui émet la traite, c'est-à-dire qui émet la lettre de change. On a les différents types de lettres de change. Dans la lettre de change, on distingue deux types. On a ce qu'on appelle la traite protestable. Dans ce cas, en cas de non-paiement à l'échéance, un constat officiel peut être établi par un agent économique de loi. En cas de non-paiement, un constat officiel peut être établi par un agent économique de loi. Maintenant, en petit 2, nous avons ce qu'on appelle la traite sans frais. En cas de non-paiement à l'échéance, aucun constat officiel n'est établi, mais les parties concernées s'entendent sur un accord à l'amiable. Fonction de la lettre de change. La lettre de change présente des fonctions suivantes. La lettre de change est un instrument de placement de valeur dans le transfert matériel de fonds. Elle est un instrument de crédit, c'est-à-dire le commerçant qui a vendu à crédit ses marchés titre maintenant sur son débiteur. La lettre de change, une lettre de change, l'acheteur a ainsi un certain temps pour vendre les marchandises et se procurer les fonds nécessaires du paiement de la lettre de change. De son côté, le créancier peut obtenir d'un banquier qui escompte sa lettre de change avant l'échéance. Les capitaux indispensables pour continuer son exploitation. La lettre de change est un instrument de paiement. Donc, la lettre de change n'est pas considérée comme une technique de paiement, mais va être considérée comme un instrument de paiement. Lorsqu'elle cesse de circuler, elle est présentée au paiement pour le dernier porteur le jour de l'échéance. Et là, nous allons traiter un peu maintenant de cette lettre de change. La lettre de change contient des émissions, conditions de fonds.
Le code de commerce stipule que la lettre de change est toujours un acte de commerce, quelles soient des personnes qui entrent en jeu, commerçant ou non. Ceci a une conséquence très importante. Il faut que toute personne qui qui appose autant pour moi sa signature sur cette lettre de change ait la capacité de faire le commerce. Ainsi, si un mineur non commerçant appose sa signature sur une lettre de change, euh, elle est nulle, c'est-à-dire que malgré l'incapacité d'une signature, les autres signatures ne sont pas tenues par leur obligation. Il est donc impossible de tirer une traite sur un non-commerçant sans son consentement express, c'est-à-dire pratiquement sans son acceptation. Donc, une lettre de change avant son paiement doit impérativement faire l'objet d'une acceptation. Maintenant, la provision dit que la provision, c'est alléchant la traite. C'est alléchant de la traite, celui sur lequel est tiré est redevable au tiré d'une somme égale au montant de la traite. Donc la provision doit signifier que, par exemple, dans le compte ou dans les comptes de l'importateur, puisse être disponible maintenant le montant pour payer l'intégralité de cette traite-là, l'intégralité donc de cette transaction internationale de marché. La provision doit être valable, c'est-à-dire par exemple légale, ne pas avoir une cause immorale. La provision également doit être certaine. On n'en peut tirer une traite pour régler une créance incertaine. La preuve de la provision incombe en principe au tireur, mais le tireur peut constater l'existence de la provision en proposant sur la traite son acceptation. Le banquier redoute de recevoir pour escompter des frais camouflés par exemple en effets commerciaux, c'est-à-dire par exemple des effets créés dans le but d'obtenir de la banque des disponibilités qu'elle ne serait disposée à accorder sous d'autres formes. Donc, cela maintenant, on va parler maintenant des avantages et des inconvénients d'une lettre de change. La lettre de change se caractérise à des avantages et inconvénients qui sont les suivants. D'abord, en premier élément, on va discuter par rapport aux avantages. La lettre de change est une pièce juridique qui facilite le recours contre le tiré c'est-à-dire l'importateur, condition qu'elle soit acceptée. À chaque fois qu'une lettre de change est acceptée par le tiré, cela va constituer maintenant une pièce juridique qui va faciliter par exemple le recours. Possibilité de mobilisation en cas de difficulté de trésorerie, sécurité de paiement dans le cas d'une traite avalisée. Maintenant, pour ce qui est des inconvénients, on a ce qu'on appelle risque politique. En risque politique, vous comprenez tout simplement ce qu'on appelle, parce que les risques politiques peuvent connaître ce qu'on appelle des blocages de fonds, des suspensions de paiement, suspensions de règlement et de suite. Risque maintenant de retard à l'acceptation ou de non-acceptation, certains importateurs ne retournent leur traite acceptée qu'après arrivée des marchandises, alors que par exemple, les conditions de vente prévoient une vente FOB ou une vente CIF. Donc, vente faux ou vente CIF, ça c'est dans la partie, vous le retrouvez dans la partie logistique avec les incoterms, parce que dans FOB, on dit par exemple c'est un incoterm exclusivement maritime de vente au départ, dans lequel le vendeur doit terminer ses obligations de livraison après que la marchandise soit placée sur le moyen de transport principal. Dans CIF, on a par exemple, au-delà des obligations de FOB, il faudrait par exemple payer les frais d'assurance et payer le fret. Et payer le fret. Et donc, on vous dit par exemple, les FOB et les CIF sont tous par exemple des incoterms de vente au départ. Alors qu'ici, on parle par exemple de paiement donc à l'arrivée. Il peut en résulter des difficultés de trésorerie car l'entreprise ne peut pas mobiliser la traite. Risque de non-paiement qui peut être écarté si l'exportateur réclame un aval bancaire au banquier de l'importateur. Ici, ce qu'on appelle maintenant un deuxième élément, en B, le billet à ordre. Le billet à ordre est un écrit par lequel une personne appelée souscripteur s'engage à payer à une autre, le bénéficiaire, une certaine somme à une époque déterminée. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Contrairement à la lettre d'échange, parce qu'on a toujours l'habitude de dire que la lettre d'échange et le billet à ordre doivent avoir les mêmes caractéristiques, les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. La seule différence, c'est quoi? C'est que la lettre d'échange est un écrit par lequel, donc la lettre d'échange est un document qui est écrit par le fournisseur, c'est-à-dire l'exportateur, le vendeur, alors que le billet à ordre, c'est un document qui est écrit par le client, acheteur, importateur,
Donc voilà donc ce qui différencie l'aide de change du billet à ordre. Maintenant, mention obligatoire du billet à ordre. Obligatoire du billet à ordre. Le billet à ordre contient les mentions suivantes. D'abord, nous avons ce qu'on appelle la clause à ordre ou de la dénomination du titre inséré dans le texte même et exprimé dans la langue employée pour la rédaction de ce titre. La promesse pure et simple de payer une somme déterminée. Parce que dans le billet à ordre, c'est le client qui prend l'engagement de payer une somme déterminée donc à une date déterminée donc à son fournisseur, vendeur, exportateur. L'indication de l'échéance, celle du lieu où le paiement doit s'effectuer, le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait, l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit, la signature de celui qui émet le titre au souscripteur. La différence entre le billet à ordre et la lettre de change, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le tireur et le tiré accepteurs sont confondus dans une seule et même personne. Le souscripteur, même personne. Le souscripteur d'où le billet à ordre ne peut être présent à l'acceptation puisqu'il contient déjà l'engagement du souscripteur. Il n'est pas question de parler de provision. Le billet à ordre n'est pas dans sa forme un acte de commerce. Le billet à ordre n'est pas commercial que si les commercial ou non. Il a le caractère civil. Seul le billet à ordre est commercial et soumis aux règles du droit du commerce international. Maintenant, capacité capacité de des actes de commerce, solidarité des signataires, compétence des tribunaux de commerce, modèle de lettre d'échange et billet à ordre. Ici maintenant, nous avons ce qu'on appelle les instruments. Autre instrument. Nous parlons maintenant du chèque. Le chèque est défini comme un ordre inconditionnel de paiement à vue. Donc le chèque, je reprends, c'est un ordre écrit inconditionnel de paiement à vue à un bénéficiaire. Mention maintenant obligatoire du chèque. Le chèque contient la dénomination du chèque insérée dans le texte même du titre et exprimé dans la langue employée pour la rédaction de ce titre, le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, le nom de celui qui doit payer le titre, l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer, l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé, la signature de celui qui émet le chèque, c'est-à-dire le tireur. Maintenant, nous avons à parler des différents types de chèques. Transactions internationales de Marseille, nous distinguons deux types de chèques. Ce qu'on appelle le chèque d'entreprise, nous avons ce qu'on appelle le chèque de banque. Pour le chèque d'entreprise, il est émis par l'importateur. Il peut être certifié par la banque du tiré, ce qui entraîne un blocage de la provision jusqu'à l'expiration du délai légal de présentation. Alors que pour le chèque de banque, il est émis par la banque sur instruction de l'importateur. Donc, c'est un engagement direct de paiement de la part de la banque. Maintenant, les avantages et les inconvénients du chèque. Le chèque est un instrument de règlement et relativement peu utilisé dans les transactions internationales. Son usage présente en effet certains avantages et inconvénients qui sont. Nous commençons d'abord par traiter les avantages. Ensuite, maintenant, nous traiterons des inconvénients. Le chèque est une pièce juridique qui peut éventuellement faciliter le recours contre l'importateur, c'est-à-dire le client acheteur. Le chèque de banque apporte une grande sécurité de paiement. Inconvénient. L'inconvénient de cet instrument de paiement réside dans les délais d'encaissement. Lorsque l'exportateur reçoit le chèque, il doit remettre à l'encaissement à sa banque qui doit elle-même l'expédier au guichet de la banque tirée pour paiement. Les délais peuvent être longs. De plus, la date à laquelle le compte de l'exportateur sera crédité ne peut être connue à l'avance avec précision, ce qui pose des problèmes de gestion de trésorerie, mais aussi si le chèque est libellé. Ce qu'on appelle le virement. Le virement, par définition, on dit par exemple, le virement est un ordre qui est donné par un acheteur à son banquier de débiter son compte pour créditer celui du vendeur. Là également, souvent, pour expliquer le virement, je fais une petite précision par rapport maintenant à ce que les étudiants ont fait en comptabilité. Je pense qu'en comptabilité, quand vous faites par exemple débiter un compte et créditer un compte, en comptabilité, on va débiter le compte, c'est déposer de l'argent. Créditer le compte, c'est soustraire. Alors que maintenant, quand nous parlons de technique bancaire, ici maintenant, dans le module de technique bancaire,
Débiter le compte, c'est le contraire. Quand on débite un compte, on place de l'argent. Quand on débite le compte, on va soustraire autant pour moi de l'argent, on va défalquer une somme. Maintenant, quand on crédite un compte, on va placer de l'argent. La raison pour laquelle on dit le virement est un ordre qui est donné par un client importateur à son banquier de débuter maintenant son compte pour quitter le compte du fournisseur. Donc ici, c'est le compte du client acheteur importateur qui sera débité et on va créditer, on va placer la somme sur le compte du fournisseur vendeur. C'est un moyen de paiement qui consiste pour l'acheteur à sa banque de payer directement à la banque du vendeur le montant d'une transaction. Le banquier de l'acheteur réalise alors les différentes manipulations pour faire parvenir la somme sur le compte désigné. L'argent maintenant sera immédiatement disponible sur le compte du vendeur dès que celui-ci sera avisé par son banquier. Sa mise en place facile de virer des fonds à l'étranger, il suffit de passer un ordre d'exécution à sa banque. Pour cela, un minimum de renseignements est nécessaire. Les banques ont généralement des imprimés à cet usage. Ils comportent les mentions suivantes. Numéro du compte qui sera débité, la somme, c'est-à-dire le montant de la facture, la monnaie, c'est-à-dire le code ISO, les méthodes de transfert. Aujourd'hui, par exemple, on a ce qu'on appelle les courriers terrestres, méthode plus rapide. Mais aujourd'hui, par exemple, dans les transactions internationales de marchandises, la méthode la plus utilisée reste ce qu'on appelle la méthode SWIFT, qu'on appelle virement SWIFT, Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication. C'est un réseau intégré qui est géré par ordinateur et qui relie plus de 70 pays et plus de 3000 banques. Voilà donc ce qu'on appelle les virements SWIFT. On dit maintenant, note de synthèse, hein, plusieurs modes de règlement sont spécifiques aux opérations avec l'étranger. Le SWIFT, les effets de commerce comme le BA de la lettre de change et autres instruments de paiement comme les chèques et les virements bancaires internationaux. Le choix entre ces méthodes dépend dépend sur toutes les variables, coûts et rapidité de transfert, mais l'emploi de ces instruments est fonction de la nature des échanges. Voilà en quelque sorte maintenant les éléments sur lesquels on voulait revenir aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple explication ou exposé par exemple de la lettre de change par rapport à son mécanisme, son fonctionnement, ses avantages, ses inconvénients, le billet à ordre, toujours comme instrument de paiement, son mécanisme de fonctionnement, ses avantages, ses inconvénients, le chèque également avec ses catégories chèques de banque, chèques d'entreprise, maintenant ses avantages, ses inconvénients et également mode de réalisation. Et enfin, nous avons fini maintenant avec ce qu'on appelle le virement. Donc voilà en quelque sorte maintenant l'essentiel de l'exposé pour aujourd'hui par rapport aux techniques de paiement international. Je vous remercie de votre attention.